Bon, on va répondre aux questions donc concernant la structuration sociale observable dans les sociétés agraires essentiellement. Donc avant les révolutions bourgeoises et la révolution industrielle, auxquelles on va s'intéresser de manière plus approfondie ensuite. Alors cette petite partie était accompagnée d'un document, donc le document 1 relatif au système de caste et d'ordre. Alors les questions du document 1 sont largement redondantes de celles de cette petite partie. Donc on va quand même aller jeter un petit coup d'œil aux questions posées dans le document 1. Donc qu'est-ce qu'une caste? Qu'est-ce qu'un système, une société de caste? On trouve la réponse à cette question dans le polycopier de manière très claire. Donc une caste ou un système de caste, c'est une organisation de la société en quelques grands groupes sociaux strictement hiérarchisés en droit, donc du point de vue des dévolutions de richesse, pouvoir et prestige, et endogame. Donc la caste, c'est un groupe social donc endogame qui s'insère dans un système de caste, c'est-à-dire qui trouve sa logique dans ses relations avec d'autres groupes sociaux, et la logique fondamentale de cette relation, c'est une logique hiérarchique. Voilà pour dire simple. Alors, où est-ce que... Alors, ce système de caste, bien entendu, il a été observé dans sa forme la plus pure en Inde, dans l'Inde traditionnelle, celle qui existait avant donc l'Union indienne et la mise en place d'une constitution de type libéral. Donc l'Inde d'aujourd'hui, a priori, n'est plus redevable du système de caste, même si celui-ci continue de produire son effet. Dans le petit catalogue de textes que je vous ai proposé, c'est expliqué. Où ce système puise-t-il sa légitimité? Dans un récit cosmogonique. Voilà. Donc, c'est là encore expliqué dans ce texte. Donc un récit cosmogonique, c'est un récit religieux qui a pour objectif d'expliquer la genèse du monde. J'avais ajouté une petite question concernant le distinguo entre Varna et Jati, puisqu'en gros, dans un système de caste, il y a 4 Varnas principaux. Donc les prêtres, les guerriers, et puis ensuite les producteurs et les marchands. Mais en fait, dans l'un des textes, on explique que l'unité essentielle de ce système, c'est en fait, j'ai envie de dire, pour reformuler, un varna vécu par les individus. Donc les individus, sauf les brahmanes bien entendu, qui maîtrisent toutes les clés du système, mais les autres individus se réfèrent donc à un groupe social qui s'inscrit dans une division du travail local, et qui est endogame. Donc je ne sais pas, ça va être par exemple des individus qui dans une ville sont tailleurs par exemple. Voilà pour donner un exemple simple. Donc ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont tailleurs, qu'ils doivent se marier entre tailleurs, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui font des habits. Ils savent qu'ils sont symboliquement, hiérarchiquement assujettis aux brahmanes. Ils savent qu'ils sont symboliquement supérieurs aux intouchables, etc. Ils ignorent leur varna. Voilà, ils auraient du mal à le décrire, mais par contre ils connaissent tous tout de leur jati. Donc lequel fait sens pour l'individu, donc c'était dans la perspective de cette question, c'est bien entendu le jati qui fait sens pour l'individu. Alors pourquoi j'avais posé ces questions, parce que il s'agit ici d'un cours de sociologie, donc l'individu se réfère à un groupe dans lequel il a des interactions sociales qui lui permettent de donner du sens à sa vie, à son appartenance au groupe. Et ce groupe, c'est le jati, c'est pas le varna qui est une entité, on va dire, abstraite. Donc, qu'est-ce qu'un ordre, qu'est-ce qu'un système ou une société d'ordre? Alors là encore,
C'est une question donc qui a illustration dans ce petit catalogue de textes et qui trouve sa réponse dans le cours. Voilà, de manière synthétique, hein. Donc le système d'ordre, c'est celui qui est caractéristique de l'ancien régime européen et en particulier français, hein, donc celui qui a été mis à bas par la Révolution française. Donc c'est une organisation sociale du Moyen-Âge féodal et de l'Ancien Régime. Voilà, en tout point similaire à l'organisation sociale en caste, sauf que l'endogamie est beaucoup moins stricte. Hein. Assez précocement, les rois de France, pour conforter leur pouvoir, ont procédé donc à la nomination donc de bourgeois, voilà, c'est-à-dire de commerçants, de marchands ou d'artisans, donc les ont nommés comme nobles, les ont anoblis. Donc on est dans un système effectivement moins strict. Alors avec, au lieu d'avoir quatre varnas, effectivement on a 3 ordres, hein, donc le clergé, la noblesse et le tiers état, c'est-à-dire tout le reste, pour l'essentiel des paysans, mais également des commerçants et des artisans qui vont se constituer progressivement au fil de la transformation du système féodal et du système royal en un groupe social puissant, donc la bourgeoisie, qui va in fine déposer, mettre à bas ce système. Ça va être notamment la Révolution française, hein, de 1789, qui est la révolution d'un groupe social particulier qui est la bourgeoisie. Donc, distinguer caste et ordre, c'est fait. Distinguer société de caste et société d'ordre, c'est fait. Hein. Donc c'est pas une différence vraiment de nature, c'est plutôt une différence de degré. Distinguer caste et société de caste, ordre et société d'ordre, je l'ai fait aussi. Hein. Donc caste et ordre sont des groupes sociaux. Voilà, et société de caste et société d'ordre sont des sociétés qui agencent des groupes sociaux, qui les agencent de manière hiérarchisée, strictement hiérarchisée, dans lequel les inégalités sont instituées en droit. Ce n'est pas l'égalité qui est instituée en droit, ce sont les inégalités qui sont instituées en droit. Donc, petit retour, alors, juste un mot, hein, où est-ce que le système d'ordre puise sa légitimité? Eh bien, il la puise pour l'essentiel dans la Bible, hein, et notamment Louis XIV, en s'instituant roi de droit divin, va consacrer cette interprétation, tardivement, mais il va la consacrer. Donc là encore, on a un récit cosmogonique, alors qui est différent effectivement de celui de l'Inde du système des castes, mais qui vient valider donc cette organisation sociale. Comment appelle-t-on habituellement les brahim en français? Alors, je vous ai mis un petit résumé donc de ces deux systèmes, un petit résumé graphique, tiré d'un manuel, pour que vous puissiez vous y retrouver. Et assez étrangement, donc les prêtres sont qualifiés de brahim, donc généralement en français on parle plutôt de brahman. Hein. Voilà, alors c'est peut-être une évolution terminologique liée à la pratique scientifique récente, mais dans la plupart des textes on parle de brahman, et un brahman effectivement dans le système des castes ça correspond à un prêtre, mais c'est un sens plus large que chez nous. Hein. Chez nous le prêtre c'est quelqu'un qui a une fonction d'intercession avec le divin, alors que dans la société indienne de caste, le brahman, certes, il a une fonction d'intercession avec le divin, comme le prêtre chez nous, mais il appartient aussi à un groupe social particulier qui est celui des brahmanes. Hein. Donc un brahman, ça peut être également une femme, voilà, ça peut être un enfant. Donc c'est celui qui appartient à ce groupe, dont la spécialisation en termes de division du travail, c'est l'intercession avec le divin, ou de manière plus générale, la production intellectuelle, plus récemment. Alors, dernière chose, pourquoi l'Inde et l'Europe prémoderne ont-elles une structuration sociale proche? C'est ça qui peut paraître étrange, hein, c'est-à-dire quand on prend une carte, l'Europe de l'Ouest c'est quand même relativement lointain de l'Inde.
Les travaux des historiens ont établi qu'en fait, il semblerait que aussi bien la société européenne de l'Ouest que la société indienne trouvent leur origine au 4e millénaire avant Jésus-Christ dans une société donc proto-indo-européenne, PIE. Alors c'est ce que Jared Diamond donc raconte dans son ouvrage, le 3e chimpanzé. Donc au 4e millénaire avant Jésus-Christ, donc une société qui aujourd'hui se trouverait en Ukraine, voilà, a vu, de par sa maîtrise notamment du cheval et des animaux de trait, donc a vu un avantage technique, a eu un avantage technique, technico-militaire absolument considérable, et c'est ce qui lui a permis de se répandre. Alors bien entendu, ça s'est pas fait en quelques années, hein, ça s'est fait en quelques siècles. Elle lui a permis de se répandre effectivement donc à l'ouest, hein, dans les plaines des steppes de l'ouest, et puis de se répandre effectivement à l'est vers l'Inde. Et donc ça serait cette société proto-indo-européenne. Voilà. Il y a de cela un bon demi-siècle, donc un historien qui s'appelait Georges Dumézil en avait eu la prescience, hein, également. Donc ce serait cette société qui aurait diffusé son système de valeurs, son système de normes, dans des espaces géographiques finalement assez éloignés. Voilà. Et c'est pour ça qu'on retrouve des structurations sociales assez similaires, c'est-à-dire que l'Inde pré-moderne a une structuration sociale qui fait étrangement penser à celle effectivement de l'Europe de l'Ouest féodale ou ensuite royale, hein, mais ça n'est qu'une évolution. Voilà.